Alors qu'elle s'installe sur notre plateau. Bonsoir Marion Maréchal. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. Vous êtes député européen. Alors on ne sait pas précisément où vous situez. On y reviendra puisque c'est plus Reconquête. Vous n'êtes pas non plus Rassemblement national. Mais d'abord, l'actualité, c'est bien sûr ce drame. On en parlait il y a un instant. Le gendarme tué à Mougins et l'émotion de sa veuve. Vous avez réagi dans la journée. Ouvrez les guillemets. Oui, la politique de ce gouvernement est criminelle. La douleur de cette femme ne peut rester sans réponse. L'émotion, la détresse de cette veuve est absolument bouleversante, incontestable. Mais Marion Maréchal, très concrètement, qu'est-ce que vous auriez fait différemment au pouvoir pour éviter que ce drame n'arrive ? Écoutez, je viens d'écouter le député du Nouveau Front Populaire qui s'est exprimé, Monsieur Vico, juste avant, et je l'entendais dire, un peu désarmé, oui, mais finalement, ça n'est pas anticipable, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Mais pardonnez-moi, de quoi on parle ? On parle d'un homme qui a été arrêté et condamné près d'une dizaine de fois, et pas simplement pour des délits routiers, pour violence, pour outrage. Notamment évidemment sur personne dépositaire de l'autorité publique pour rébellion. Donc c'était un délinquant multirécidiviste. Et malgré tout cela, son titre de séjour a été renouvelé en 2022. Je rappelle que le renouvellement d'un titre de séjour, c'est une décision administrative. Ce que répond Marion Maréchal, Gérald Darmanin, excusez-moi, à être dans le débat, c'est de dire qu'avant le vote de la loi immigration, il n'y avait pas l'arsenal législatif qui permettait de ne pas d'expulser cette personne, notamment parce qu'elle était arrivée jeune sur le territoire. Ça n'est pas vrai sur le renouvellement du titre de séjour. Mais qu'importe au-delà de ça, expliquer aujourd'hui que ça n'était pas anticipable, ça n'est pas vrai. Moi, je considère qu'aujourd'hui, quand on a un fonctionnement et un octroi de titre de séjour qui aboutit à ce que des personnes qui soient multi-condamnées voient leur titre de séjour renouvelé, c'est une mise en danger de la vie des Français qui est volontaire et qui est d'une certaine manière subie évidemment directement par cette femme. Mais la loi le permet désormais. Oui, il n'y a pas sur ce point-là. Non, je vais vous dire, il y a une forme de laxisme pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, l'interdiction du territoire français, donc l'expulsion, n'est pas une peine automatique lorsqu'il y a une condamnation, mais une peine complémentaire. Ça signifie qu'elle peut être potentiellement, décidée par le juge, mais elle n'est pas systématique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons en effet sur le territoire français des personnes étrangères qui sont parfois multi-condamnées et qui peuvent continuer évidemment de pouvoir rester légalement sur le sol français. Pour bien comprendre ce que vous dites, Marion Maréchal, attendez une seconde. Ça veut dire que vous considérez que cet individu, avec des délits routiers qui sont de gravité diverses. Pas que des délits routiers, des violences. Il a été condamné pour violence à absolument, aurait dû être automatiquement expulsé. Mais son titre de séjour n'aurait pas dû, à minima, être renouvelé en 2022, puisque la plupart des faits étaient antérieurs à 2022. Donc je veux dire, moi je ne comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, nous avons, en effet, c'est ce que je dis, et c'est ce que je comprends d'ailleurs des propos de cette femme, un gouvernement qui mène des politiques qui aboutissent à être criminelles. Parce que quand on organise le cocktail explosif, d'une part, d'une impunité généralisée, d'un laxisme judiciaire, qui fait qu'aujourd'hui, près de 4 personnes condamnées à de la prison ferme sur 10 ne mettent jamais les pieds en prison. Et qu'en parallèle de ça, vous avez une politique migratoire non seulement en partie hors de contrôle, mais aussi organisée pour des raisons idéologiques. Et quand on connaît le poids de la surdélinquance étrangère, oui, je le dis, c'est donc une mise en danger volontaire de la vie des Français. Et cette femme a raison quand elle dit que le gouvernement est responsable. Voilà. Dans le cas d'espèce, le suspect est capverdien, avec effectivement un titre de séjour qui avait été renouvelé en 2022. Il y a aussi toute une série de refus d'obtempérer qui sont le fait de Français nés en France. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce qu'il suffit de dire qu'on va passer la peine de 2 ans de prison à 3, 4, 5 pour empêcher ces refus d'obtempérer ? Au fond, sans polémiquer parce que le sujet est trop grave, est-ce que vraiment il y a l'émotion bouleversante de cette veuve, mais quand on est responsable politique, est-ce que vraiment on peut arriver sur un plateau de télévision et considérer que d'un claquement de doigts, les choses arrêtent de se passer ? Non, mais Monsieur Duhamel, excusez-moi, c'est pas polémiquer, c'est mettre le sujet au bon endroit. Voilà, ça n'est pas seulement le sujet d'un refus d'obtempérer dont on parle là, c'est un sujet plus général, qui est celui, je le répète, de la surdélinquance étrangère. Vous avez raison, il y a dans tous les pays, quels qu'ils soient, et fort malheureusement, une criminalité qui perdurera toujours et qui malheureusement fera des victimes, c'est inéluctable. Mais là, on parle de personnes qui, en l'occurrence, n'avaient rien à faire sur le sol français. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des citoyens français, à qui on accorde l'hospitalité pour différentes raisons, qu'il faudra peut-être réformer, vous avez raison, et qui abusent de cette hospitalité en violant la loi française et en s'en prenant à des personnes. Donc c'est quand même un sujet totalement différent. Maintenant, il y a donc 2 réponses. La première, selon moi, je vous en ai parlé, puisque j'ai parlé des 2 raisons, me semble-t-il, principales qui aboutissent à ce genre de drame. D'une part, en effet, le fait que nous ayons une politique d'accueil excessivement généreuse. Madame parlera de tolérance, en l'occurrence l'épouse de ce gendarme, puisque nous avons 3,8 millions de titres de séjour fin 2022 qui étaient accordés sur le sol français. C'est un record historique, et 323 000 premiers titres de séjour en 2024. C'est 2 fois plus. Il n'y a pas un lien direct automatique entre les titres de séjour qui sont délivrés et ce genre de drame. Monsieur Duhamel, il y a aujourd'hui une surdélinquance avérée des étrangers dans notre pays. Pas tous, mais il y a une surreprésentation
représentation. Mais c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Quand plus de 50% de la délinquance à Nice, à Paris, à Marseille est commis par des étrangers, quand 20% des détenus dans les prisons françaises aujourd'hui sont de nationalité étrangère, alors qu'ils sont censés représenter 8% de la population, c'est un fait. Voilà, ça peut plaire, ça peut déplaire, c'est un fait. Et je suis désolée de vous dire que les cas, les chiffres dont je vous parle à l'instant, derrière ces chiffres, il y a des drames monstrueux. Évidemment, le drame vécu par cette femme et ses 2 orphelins, mais on pourrait parler à Carpentras du viol, cette année, du viol de cette femme de 22 ans en pleine rue par un Tunisien multirécidiviste qui était légalement sur le sol français. On pourrait parler en Seine-et-Marne de cette femme qui a été éventrée par un Algérien multirécidiviste. Voilà. Sur ces plateaux, et souvent dans des interviews, on a parlé sans aucun tabou de la question de l'immigration et de la délinquance. Là, le cas d'espèce était sur la question des refus d'obtempérer. Je voudrais vous poser une question sur... Je vais vous répondre sur la partie judiciaire. Alors, allez-y rapidement, parce qu'après, j'aimerais vous poser une autre question sur ce cas. Au-delà des refus d'obtempérer, moi je vous le dis, la loi française n'est pas une loi laxiste. Ça n'est pas le code pénal le problème. C'est le code de procédure pénale, là pour le coup, qui est beaucoup trop lourd et qui complexifie. C'est l'effectivité, exactement, et la célérité de la sanction. Il y a aujourd'hui, ça a été dit d'ailleurs par vos experts, on tourne en rond depuis des années, la réalité c'est qu'on le sait. Voilà, on le sait. Tous les rapports le disent et aucun gouvernement ne s'y attelle. Il n'y a pas assez de place en prison. Il n'y a pas assez de moyens. Vous savez ce qui se passe, Marion Maréchal, dès qu'une prison doit être construite quelque part, la collectivité, souvent élue de droite comme de gauche, ne veulent pas que des centres pénitentiaires soient construits. Donc, pour le coup, quand on a une vague d'immigration et qu'il s'agit de tous les loger, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de faire appliquer la loi en France et de punir des violeurs et des meurtriers, là, on ne trouve pas de solution. Moi, je vous dis, c'est un manque de volonté politique, parce que derrière cela, il y a une idéologie. Voilà, l'idéologie qui sévit aujourd'hui dans la société française, et pas dans la société française, d'ailleurs pas auprès des Français, dans les gouvernements, c'est de dire la prison, c'est l'école de la récidive. Et donc, qu'ont fait tous ces gouvernements depuis des années? C'est quoi l'idéologie? C'est quoi? C'est les juges? De droite, oui, entre autres choses. De droite comme de gauche, ceux du syndicat de la magistrature peut-être qui vont, vous savez, à la fête de l'humanité. Moi, il n'y a jamais eu autant de gens incarcérés dans les prisons, et dans le même temps, vous dites que la justice est laxiste. Mais monsieur Duhamel, parce qu'il n'y a jamais eu autant de crimes et de délits dans notre pays. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc, mécaniquement et statistiquement, ça augmente. Maintenant, je vous le dis, le problème, c'est l'effectivité de la réponse. J'ai donné un chiffre tout à l'heure. 4 personnes condamnées à de la prison ferme sur 10 ne mettent jamais les pieds en prison, parce que les gouvernements, ces dernières années, ils ont fait quoi? Ils ont passé leur temps à faire voter des lois qui permettaient aux personnes d'échapper effectivement à la prison. Ceux qui nous regardent les peines alternatives. On appelle ça les peines alternatives. Feront ce qu'on appelle en mauvais français du fact-checking. Oui, un certain nombre de circulaires pénales ont été prises ces dernières années pour précisément diminuer l'effet des remises de peine. Mais là encore, les uns et les autres vérifions. Moi, je remets même en cause l'existence même du juge d'application des peines. Je vais vous dire, à quel titre avons-nous un juge d'application des peines qui repasse derrière la sanction qui a été décidée par le juge? Sur la phrase prononcée par la veuve d'Éric Comines, qui dit la chose suivante: 1981 n'aurait pas dû exister, en référence donc à l'abolition de la peine de mort par François Mitterrand et Robert Badinter. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Moi, je ne suis pas pour la restauration de la peine de mort. Moi, je suis pour l'application de la perpétuité réelle. Je considère que quand on commet des crimes très graves, on doit pouvoir avoir des cas où les personnes meurent en prison, voilà, et ne sont jamais amenées à sortir. Et elle met le doigt d'ailleurs sur l'effondrement de l'échelle des peines. C'est ça, ce qu'elle dit, et à juste titre pour le coup, c'est que la disparition de la peine de mort a fait que mécaniquement, eh bien, les peines se sont effondrées, et il n'y a plus aujourd'hui dans notre pays de perpétuité réelle. Ça n'existe plus. Ça n'est même plus légal. Et donc pas de débat sur la peine de mort? Non, je ne crois pas que ce soit le sujet central. Une fois de plus, si nous avions des peines effectives, des peines rapides, des peines systématiques, y compris d'ailleurs des peines de prison pour des délits qu'on considère aujourd'hui de moindre importance et qui font échapper totalement à la prison, je crois qu'il n'y aurait plus ce sentiment d'impunité. Je vais même au-delà de ça, je vais vous dire, au-delà de la question même de la réponse pénale, il y a un discours politique problématique dans notre pays. Revenons sur l'histoire de l'affaire Naël. L'affaire Naël, ça a été une organisation par la gauche de décrédibilisation et d'attaque sans précédent de l'honneur et de la crédibilité de la police. À travers cette affaire, où il y a eu un drame, de fait, puisque un jeune homme est mort. Un jeune homme, rappelons-le, qui était un jeune homme délinquant, face à un membre des forces de l'ordre qui avait un état de service exemplaire. Un jeune qui est mort, une enquête qui est en cours, il y aura un procès. Et avant même, de quelle offensive vous voulez parler. Absolument, monsieur Duhamel, vous mettez le point sur le problème. C'est-à-dire qu'avant même que cette enquête ait abouti et qu'on sache exactement ce qui s'est passé, eh bien, on a eu tout un discours absolument immonde expliquant que dans notre pays, la police tue. Voilà, c'est ça le discours aujourd'hui de gauche qui a dominé dans un certain nombre, malheureusement, de médias et qui a contribué finalement à un discours victimaire auprès de délinquants qui considèrent ne pas avoir à respecter la police et d'ailleurs l'autorité de l'État en général. J'aimerais qu'on parle de la situation politique, crise politique. Certains parlent de crise de régime, les consultations continuent. Mais toujours pas de Premier ministre. La gauche dénonce un déni de démocratie. La droite propose un pacte législatif.
Vous regardez passer les trains? Je n'attends rien de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Vous savez pourquoi? Et en même temps, on vous demande pas votre mais non, avis. Donc, mais oui, bah, ça tombe doublement, ça tombe bien, j'ai envie de vous dire. Mais en revanche, ce qui est dommage, c'est qu'on ne demande pas vraiment l'avis des Français. Parce qu'on a un pays qui n'a jamais autant voté à droite. Je rappelle que les voix cumulées des Français qui ont voté à la fois pour le Rassemblement national, allié Éric Ciotti, c'est 11 millions de voix. Et des Français qui ont massivement fait barrage au second tour des législatives au Rassemblement national. Contre 8 millions pour le nouveau Front populaire. Donc je vous laisse faire le calcul. Hein. La droite est majoritaire dans notre pays. Les élections européennes l'avaient d'ailleurs révélé. Donc c'est-à-dire que c'est fascinant. C'est-à-dire que plus le pays vote à droite... Le Rassemblement national a perdu. Non mais d'accord. Oui, mais donc je vais y venir juste après. Ça veut dire qu'il y a un problème institutionnel. Voilà. En revanche, ce qui est fascinant, c'est que donc on a un pays qui n'a jamais autant voté à droite et on est en train de discuter tous les jours de savoir quel est le Premier ministre de gauche qu'on va mettre aux affaires. Parce que c'est ça, en fait, ce qui est en train de se passer. Donc moi, je vais vous dire, je n'en attends rien. De toute façon, le Premier ministre... Emmanuel Macron a dit ce ne sera pas du nouveau Front populaire. Oui, d'accord, mais enfin, quel ministre de gauche ou de centre-gauche? Parce que c'est ça, en fait, le sujet. Donc de toute façon, ce sera un Premier ministre qui aura très peu de marge de manœuvre. Ne nous l'aurons pas. Donc moi, je vais vous dire, à la limite, la seule chose que j'attends... C'est quoi la solution institutionnelle proposée par Marion Maréchal? Je ne crois pas qu'on pourra donc attendre beaucoup de réformes de ce gouvernement, parce que de toute façon, la France sera ingouvernable. Emmanuel Macron nous a mis dans une impasse et il est terriblement responsable. En revanche, ce qu'on peut attendre éventuellement de ce gouvernement transitoire, c'est de tirer les leçons de la crise institutionnelle et démocratique majeure que nous sommes en train de vivre. Et donc la seule chose, j'ai envie de dire, qui devrait mobiliser ce prochain gouvernement, quelles que soient finalement les couleurs politiques des uns et des autres, c'est la mise en place d'une proportionnelle intégrale à un tour ou d'un scrutin uninominal à un tour, mais en fait de faire en sorte que nous ne retrouvons plus dans cette situation, c'est-à-dire finalement des élus et une Assemblée nationale qui n'est pas représentative aujourd'hui des idées majoritaires dans le pays. Est-ce que vous considérez comme la gauche qu'il y a un déni de démocratie en ce moment, qu'Emmanuel Macron prend trop de temps, qu'il aurait dû aller plus vite et nommer un Premier ministre? Est-ce que vous reprenez cette interprétation-là? Je dirais pas un déni de démocratie, je dirais un aveu dramatique. C'est-à-dire qu'on est en train de nous faire la démonstration, au prétexte des JO, que finalement, la France, qui n'est pas gouvernée, ça n'est pas si dramatique que ça. Ça fait un mois que la France n'a plus de gouvernement, on vit pas si mal finalement, on voit pas de grands changements. Et donc moi, j'y vois une révélation, c'est-à-dire qu'en réalité, on se rend compte que depuis des années maintenant, les gouvernements, c'est vrai, gèrent les affaires courantes, font de la communication, pavoisent, paraissent, organisent leur mise en scène d'autorité, de réponse, de consultation. Et donc, finalement, quand ce gouvernement n'est plus actif, on ne voit pas tellement la différence. C'est étonnant, Marion Maréchal, vous êtes d'une sévérité. Et dans votre rôle d'opposante politique, vous avez fait à peine 5% aux européennes. Au second tour des élections législatives, le Rassemblement national a été victime d'un barrage républicain. Si les choses étaient aussi évidentes que vous le dites, pourquoi est-ce que les Français ne plébiscitent pas les idées que vous portez? Non mais excusez-moi, on a été face malgré tout à vous ne pouvez pas le nier, à des combines politiciennes qui ont abouti à ce que les millions de Français, y compris ceux que vous dénigrez un peu en disant vous avez fait 5%. Je dénigre pas, je rappelle des chiffres. Oui, J'aurais pu aussi donner le score de Marie Toussaint, la candidate écologiste, d'autres ont pu aussi mieux réussi. Il y a 1,5 million, cumulé d'ailleurs à la plusieurs dizaines de millions en effet, les 11 millions pardon, de ceux de l'alliance du RN Ciotti qui se sont exprimés et qu'on a voulu faire taire à tout prix. Très bien, ça marche, vous savez, depuis des années. Hein. C'est d'ailleurs ce qui conduit aujourd'hui à ce qu'on ait une colère sous-jacente, un désespoir et en même temps un dégoût de la politique qui, je pense, ne rend service à personne. Mais vous avez une préférence sur le profil du Premier ministre? On entend Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, la nomination d'un profil technique, pourquoi pas Didier Migaud? Non, je me fiche de savoir quel sera le courtisan qui arrivera à obtenir ce poste pour se faire valoir. Il n'aura de toute façon aucune marge de manœuvre. Je vous le dis, c'est pas un scoop en disant cela. Et donc c'est quoi dissolution dans un an, démission du président de la République? Donc ce que je dis, c'est que la seule chose pour moi que peut espérer faire ce gouvernement, en effet, c'est une réponse institutionnelle. Voilà, c'est pas des grandes réformes idéologiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, puisque de toute façon l'Assemblée nationale est bloquée du fait du président de la République. Pour terminer, Marion Maréchal, sur votre rôle politique, je le disais, on vous a quitté cet été, vous avez claqué la porte de Reconquête, et si j'ose dire, on vous a un peu claqué la porte au nez au Rassemblement national. Qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous continuez d'espérer la possibilité de rejoindre Marine Le Pen et Jordan Bardella? Est-ce que vous avez fait le deuil de cela? Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous vous situez? Alors, monsieur Duhamel, permettez-moi de préciser quand même vos propos qui ne sont pas tout à fait exacts, puisque je n'ai pas claqué la porte de Reconquête, j'ai été exclu par Éric Zemmour. Mais disons que vous avez suscité parce que nous avions un désaccord politique. Je souhaitais soutenir la coalition quoi qu'il arrive, et il a souhaité présenter des candidats Reconquête quoi qu'il arrive contre le Rassemblement national et Éric Ciotti. Désaccord politique qui a conduit à une rupture. Deuxième chose qui est inexacte, je ne suis pas allé frapper à la
la porte du Rassemblement national. Je n'ai pas souhaité retourner au Rassemblement national. Ça n'a jamais. Mais non, j'ai le souvenir d'une réunion avec Marine Le Pen, d'un espoir qu'il puisse y avoir un accord, et à la fin de Marine Le Pen et Jordan Bardella disant que les conditions n'étaient pas réunies. Et donc vous l'avez noté, en effet, c'était un travail sur un accord avec Reconquête à l'époque. Je vous le rappelle, j'étais mandatée pour négocier pour Reconquête. Cet accord, en effet, n'a pas eu lieu pour différentes raisons. 19h26, d'opposition entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et donc, la situation aujourd'hui, c'est que je travaille activement à la manière dont je vais continuer de défendre les idées qui sont les miennes et de porter la voix des millions de Français, en effet, qui m'ont fait confiance également aux élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer européennes. Ça veut dire créer un parti politique? Vous en saurez plus d'ici quelques semaines. Voilà. Mais suspense. Un parti politique qui serait allié avec Marine Le Pen et Jordan Bardella? Vous savez, moi, je continue et je continuerai. Et j'ai toujours défendu l'union des droites. Voilà, je le faisais déjà quand j'étais au Rassemblement national à l'époque. Je l'ai fait à Reconquête. J'ai considéré être fidèle, d'ailleurs, à cette promesse de Reconquête en soutenant la coalition. Donc, je n'ai pas changé d'avis et je n'ai pas changé d'idée. Donc, je continuerai à les défendre du mieux possible. Vous avez eu des échanges avec Marine Le Pen ou Éric Zemmour cet été? J'ai pas eu d'échange avec Éric Zemmour. Enfin, je vais pas vous rappeler quand même que la rupture s'est faite dans des conditions assez violentes. Je n'ai pas voulu alimenter et répondre à tout ce qui a été dit, mais enfin voilà, c'est ainsi. Et quant à Marine Le Pen, évidemment, j'ai été en contact. J'ai eu un contact politique, en contact personnel, et j'espère bien pouvoir faire en sorte de continuer, en effet, à faire avancer le camp national, puisque c'est vrai que l'une des leçons que nous devons tirer de ces élections législatives, c'est qu'il y a malgré tout encore un travail, évidemment, pour aller vers la victoire. Merci Marion Maréchal d'avoir été l'invitée de Tout le monde de savoir, et donc on vous réinvitera dans quelques semaines pour que vous nous annonciez la création d'un parti politique sur ce même plateau. Si j'ai bien compris. Vous m'inviterez avec plaisir et je dirai bien ce que j'ai envie de dire.